Bonjour et bienvenue dans cette dernière rétro de l'année consacrée à la passion des arts, des sciences et des techniques. Les associations, professionnelles ou particuliers que nous allons vous présenter sont tous impliqués dans la sauvegarde ou la pratique de savoir-faire. Et on commence par le domaine artistique. La Sarthe regorge d'initiatives en tout genre. Peindre en extérieur, c'est savoir s'adapter. La pluie n'a pas entaché la détermination de Michel Fourreau. Je n'ai pas cherché de sujet à peindre, j'ai surtout essayé de trouver un abri pour peindre. Alors le sujet, il est ce qu'il est. Le sujet est pas mal parce que je trouve la mairie, c'est sympa. C'est de la spontanéité. Dans la peinture sur le motif, c'est de la spontanéité. C'est ça qui m'attire. Ce samedi à Meignier, 7 peintres sartois participent à un concours de peinture. Au Vieux-Lavoir, Serge Saillant est équipé pour faire face aux conditions du jour. C'est un projet assez novateur en milieu rural, tout simplement parce qu'il n'en existe presque pas. Cette exposition est une artothèque ici, les œuvres peuvent se louer. Bibliothèque, emprunter des livres, artothèque, emprunter des œuvres d'art originales des artistes du territoire et d'ailleurs. Donc l'artothèque, c'est quelque part l'outil de diffusion d'œuvres d'art originales et de soutien, de promotion des artistes des territoires pour partager au plus grand nombre. Donc la culture pour tous. Prévoyez une tonne de carton, un bon stock de rouleaux de scotch, des habitants bien motivés et vous obtenez une œuvre monumentale. L'ancien théâtre du Mans ressuscité par l'artiste Olivier Grossetête et des centaines de bénévoles devenus peu à peu des pros de l'emballage. Participer à un événement comme ça qui est gratuit, qui est spontané, personne ne se connaît, mais tout le monde travaille ensemble. Et ça c'est le côté sympa aussi, ouais. Au-delà du côté manuel qui reste rigolo et très simple, hein, découper des cartons, mettre du scotch, c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est à la portée de tous. Les enfants, vous allez glisser les pièces et vous laissez les adultes porter. Chacun vient comme il veut, le temps qu'il veut et c'est assez beau de voir les gens travailler ensemble, quoi. Voilà, dans un contexte où on met les gens les uns contre les autres, là tout d'un coup autour d'un truc qui sert strictement à rien sauf à se faire plaisir. Moi je trouve que c'est assez beau. Il aura fallu une semaine de travail pour construire ces pièces puis en faire une cathédrale de carton de 11 mètres de haut. Un beau défi collectif voué pourtant à la destruction. Qui de ces passants de 1900 ou de nous autres contemporains regarde vraiment l'autre? C'est la question que l'on peut se poser devant cette exposition de cartes postales géantes. On a à la fois les piétons aussi, on voit avec les ombrelles, il y a beaucoup de gens qui se protégeaient du soleil à cette époque. Image du passé, et pourtant, le Mans est bien reconnaissable pour celui ou celle qui prend le temps de regarder. J'ai trouvé que c'était intéressant pour nous de présenter des aspects disparus et de mettre le spectateur en promenade dans cette ville qui a subi des modifications, parfois importantes, parfois peu importantes. Autre passion, celle des techniques et des technologies anciennes ou plus récentes. Elles font toutes partie de notre patrimoine. On connaît le tour du monde en 80 jours, 20 000 lieues sous les mers ou encore de la Terre à la Lune. Moins les 63 autres romans écrits de la main de Jules Verne. Tout un univers qui passionne Stéphane Chenet, qui a décidé d'amener le jeune public vers l'écrivain en adaptant le tour du monde en 80 jours en bande dessinée. Mais on dit toujours Molière, dit toujours Voltaire, mais Jules Verne va passer à la trappe, ou Victor Hugo, mais Jules Verne n'est jamais cité, il n'est pas au brevet des collèges, il n'est pas au baccalauréat. Dans les années 60, on l'appelait le romancier de la science-fiction. Bien non, c'est un vulgarisateur. Il avait toutes les données de l'époque et il les a transmis 20 ou 50 ans après ce qui allait se produire. Un exemple s'il en faut. Cette gravure, dernière image de la Terre à la Lune, datée de 1865, étonnamment ressemblante avec cette photo prise le 21 juillet 1969 lors de l'amérissage des Américains. L'énigme Jules Verne, ce passionné a décidé de lui consacrer un musée dans sa maison. Le but de ma vie, c'est de faire découvrir Jules Verne à travers des belles histoires. Ceci est un Physarum polycéphalum, plus connu sous le nom de blob. Sa souche vient des États-Unis et Patricia l'élève depuis le mois de mars. Il a faim, il cherche la nourriture.
Donc il va faire des pseudopodes, des faux pieds en fait en quelque sorte, c'est-à-dire qu'avec la pression qu'il a dans son système circulatoire, il va faire pression sur la paroi, ce qui va lui permettre d'avancer, comme le principe du tube de dentifrice sur lequel on appuie, ça augmente la pression et ça sort. Comme elle, 15 000 scientifiques en herbe mènent une expérience participative pour le CNRS. En quelques semaines, la sexagénaire est devenue une vraie spécialiste. Je peux maintenant aujourd'hui visuellement voir rien qu'à l'aspect, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il est mal, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il a besoin de quelque chose. C'est devenu mon enfant en quelque sorte. Ça c'est un Brabant à 2 chevaux, c'est-à-dire qu'il est réversible. Alors ça s'appelle une rotteleuse, c'était pour récupérer le foin qui avait été fané. La collection de Serge raconte une époque, celle de l'agriculture des années 50, avant les tracteurs. Ces machines sont toutes en état de marche. C'est surtout une valeur sentimentale, parce que tous ces gens qui ont travaillé avec ça à l'époque où ils n'avaient que ça pour se servir, je pense qu'ils ont été très très méritants. Le point commun entre ces engins, ils sont les vestiges du temps de la traction animale dans les travaux agricoles. Dans son champ, Serge, lui, continue de labourer à l'ancienne avec ses chevaux de trait. Ok Jean-Louis, parfait. ZS6 Alpha Alpha Golf, Fox Unité Bravo Juliette Delta. Oui. Fox Unité Bravo Juliette Delta, c'est l'indicatif de Jean-Luc pour échanger tous les jours avec d'autres radios amateurs. Sur son bureau, ces appareils lui permettent d'envoyer des ondes à l'autre bout du monde. Comme c'est sur 2 fréquences nettement séparées, on peut être en ce qu'on appelle en full duplex via le satellite qui se trouve à 36 000 km. Jean-Luc a commencé le radioamateurisme il y a plus de 50 ans. Avec son installation, il est déjà entré en communication avec près de 4000 contacts dans 132 pays. Sur mes cartes, eh bien, j'ai tous les points, les petits carrés bleus, c'est les endroits où j'ai contacté au moins un radioamateur. À quelques kilomètres, dans les locaux de l'association des radioamateurs de la Sarthe, Laurent Guérin, alias F5 Juliette Golf Bravo, est lui aussi à l'affût de nouvelles liaisons à établir. Opéré par F5 JGB. Les indicatifs nous sont donnés après avoir passé un examen technique. Tout est réglementé, tout est bien cadré. Il faut savoir que les services de l'État écoutent toutes les bandes de fréquences possibles et inimaginables, aussi bien les fréquences professionnelles que les fréquences amateurs. En Sarthe, la passion des sciences et des arts trouve son apogée dans la culture mécanique. Qu'on se le dise, ce qui roule ou ce qui vole ici est toujours célébré. Pendant 2 jours, l'Automoto Club Fertois célèbre une page de l'histoire de l'automobile qui s'est écrite ici, à la Ferté-Bernard, le concours du bidon de 5 litres. À l'origine, le docteur Henri Collière, un médecin passionné d'automobile, qui organise la première édition le 27 juin 1920. C'était sportif de conduire. Donc les 5 litres, c'était le conditionnement de l'époque. Il n'y avait pas de pompe à essence, bien entendu, et on achetait l'essence dans des bidons de 5 litres. Donc là, la dénomination, elle vient de là. Et comme c'était le conditionnement, lui, il voulait démontrer qu'on pouvait utiliser au mieux ces 5 litres en ménageant son moteur, peut-être, alors ça c'est les industriels qui pouvaient, en apportant des évolutions au moteur, etc. Donc l'idée c'était de consommer moins. Dans la famille L'Huissier, on aime les Simca. Un peu, beaucoup, passionnément. À l'origine de cette marotte, Thierry L'Huissier. Son surnom, Dieu le Père. Il a transmis la passion à ses fils. Et puis avec le voisin, vieil amoureux de la marque Simca et son autre fils, ils ont créé l'association Simca Passion. Tout a commencé dans les années 80. En 85, une 1307S, et puis voilà, après j'ai eu une 1308 GT, après je suis passé à d'autres voitures. Quand j'ai eu fini ma maison, 2005, j'ai racheté ma première 1501 Simca automatique, et puis 267, et puis après j'en ai racheté d'autres. Eva, 13 ans, rêve du ciel. Elle souhaite en faire son métier. Alors, la fête de l'aviation, Aérodrome Le Mans-Arnage, est l'occasion pour elle de s'initier au vol en ULM, ici un autogire.
Ce que j'aime bien, c'est le fait de voler, justement, parce que depuis tout petite, mon rêve, le super pouvoir que j'aimerais avoir, justement, c'est de voler. Et donc, le fait de pouvoir voler comme ça m'inspire beaucoup. Et pour apprendre, elle peut compter sur son enseignante, Corinne Herbelin est pilote, instructrice du LM, mais surtout, elle donne de son temps aux jeunes bénévolement pour leur transmettre son savoir-faire. Une passion qui lui est venue à la suite d'un simple baptême, comme celui qu'a vécu Eva aujourd'hui. Je me suis aperçue que c'était accessible. J'ai eu mon emport de passagers, les passagers étaient très contents. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer et préparer la qualification instructeur pour partager cette passion. Enfin, hommage à un homme dont le nom et la famille ont marqué l'histoire de notre territoire, Gérard Bollé, qui s'en est allé au paradis des inventeurs il y a tout juste un an. On a fait des relevés. Jusqu'au bout, il fut intarissable sur le sujet. Gérard Bollé, arrière-petit-fils d'Amédée Ernest Bollé, parlait il y a encore quelques semaines avec plaisir des inventions de ses ancêtres, dont notamment la Mancelle, la première voiture à vapeur construite en série dans le monde. Quand Bollé a créé ses voitures à vapeur, il y aura le premier code de la route, parce qu'il a écrit au préfet « Est-ce que je peux circuler avec ma voiture ?» Alors il a répondu « Ah oui, vous pouvez circuler, mais à pas plus de 20 à l'heure. » Et quand il y a du monde, il faut réduire à vite. Et s'il y a des chevaux, il faut vous arrêter pour ne pas faire peur. Et à la tombée de la nuit, il faut mettre un feu rouge à l'avant et un feu vert à l'arrière. Et voilà le code de la route à l'époque. Tout ça s'est créé. Il a fallu qu'il fasse une remise. Il a créé un garage à côté de sa fondée de cloche. C'est le premier garage du monde. C'est fou ce qui s'est créé en même temps. Un véhicule qui était devenu électrique en 2020, un projet mené par l'ARMAB, l'association pour la réalisation d'une réplique de la Mancelle d'Amédée Ernest Bollé, et porté par le descendant du créateur. De voir des gens qui se l'approprient et qui ont parfaitement maîtrisé les techniques d'aujourd'hui et d'hier pour construire une réplique qui m'épate. Et j'ai été étonné, j'étais heureux. Il m'est arrivé quelquefois de pleurer, mais pas en public, mais en privé. Gérard Bollé s'est éteint ce vendredi 31 décembre. Il avait 94 ans.